je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu, est un bilan lecture de mes dernières lectures du mois de mai et puis mes deux premières lectures du mois de juin. Donc je vais pas trop tarder parce que j'ai quand même 8 lectures dont je voudrais vous parler. Je vais commencer par tout ce qui est thriller polar et je terminerai par les deux titres qui s'apparentent au genre du fantastique, de la fantasy. On y va tout de suite, je commence par le livre qui m'a déçue. J'en suis la première navrée et je suis déjà désolée de dire que je n'ai pas apprécié Nymphéa Noire de Michel Bussy. C'était un roman que j'avais acheté lors du Quai du Polar il y a déjà 2 ans ou 3 ans, voilà, donc ça m'a permis de le sortir, c'était bien. Je l'avais mis dans ma pile à lire 12 thrillers. C'était celui que je vais lire pour le mois de mai. Et ça m'a pas plu en fait. Alors, déjà j'ai pas accroché au style de l'auteur. J'aime pas la manière dont il écrit. Pour moi c'est un peu simple. Et puis le twist, alors oui tout le monde dit ouais tu vas voir il y a un twist, nanana. En fait le twist je l'avais un peu deviné. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu faire dans d'autres bouquins. Et j'ai pas trop aimé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, nous sommes à Giverny. Giverny c'est un petit village en Normandie, là où Claude Monet a peint toute sa série des Nymphéas. Des tableaux très très connus. Et on va suivre en fait 3 femmes. Une femme qui est plutôt... Alors, je ne sais pas si on connaît son nom. Qui est très âgée. Qui au début du roman, elle se définit comme méchante et comme quelqu'un d'aigri. On va suivre Stéphanie qui est institutrice, qui a une trentaine d'années. Et on va suivre une gamine qui se fait appeler Fanette. Et qui a un certain don pour la peinture. Et on va suivre ces 3 femmes et un meurtre va être commis dès le premier chapitre en fait, un homme, comment il s'appelle, j'ai son nom de famille, Morval, je me souviens plus de son prénom, est retrouvé mort au bord de la rivière. Donc on va dépêcher une équipe de flics, un certain Laurence qui vient du sud-ouest et en fait il va mener l'enquête, voilà. Et en fait on est dans un roman choral puisqu'on va être à la fois avec le point de vue de la vieille femme, le point de vue de l'institutrice, le point de vue de Fanette, plus le point de vue du flic. Et voilà, ça s'alterne. J'ai rapidement soupçonné le poteau rose, voilà, j'ai rapidement... Et en fait donc du coup quand je suis arrivée au dernier chapitre qui explique tout, ça a fait un peu pchit quoi, parce que... ça m'a pas vraiment surprise. Il y avait des petits indices qui m'avaient mis la puce à l'oreille. Et c'est surtout le style en fait. Je me suis ennuyée. Je suis allée au bout parce que bon, je me suis dit, allez, tout le monde l'a aimé. Il y a un twist, etc. Tout le monde te dit, ouais, c'est génial. Donc je suis allée au bout. Et j'aime pas trop abandonner un bouquin. Ça se lit bien sur la plage. Mais franchement, je crois que c'est le dernier roman de Michel Bussy que je lis. J'en avais lu un autre. J'avais lu Maman à tort et c'est pareil, j'avais pas trouvé ça extraordinaire. Donc en fait je crois que cet auteur n'est tout simplement pas fait pour moi. C'est pas grave, il y en a d'autres. Ensuite je vous présente un livre, alors là aussi je suis assez mitigée. C'est La boîte du dragon de Daniel Trussoni aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. C'est un service presse qui m'a été proposé, que j'ai accepté parce que le pitch me faisait envie. On nous parle d'une légendaire boîte du dragon qu'on doit ouvrir. On fait appel à quelqu'un pour l'ouvrir et soit on réussit le challenge, soit on meurt en l'ouvrant. Et ça va nous conduire au Japon. Donc en fait on est avec un personnage qui s'appelle Mike Brink qui, lorsqu'il était quarterback dans l'équipe de son lycée, a reçu un choc à la tête. Et en fait c'est ce qu'on appelle le syndrome du savant. Cette lésion qu'il a reçue à la tête, au lieu de l'abrutir, lui a donné des capacités intellectuelles extraordinaires. C'est un fait avéré, hein, c'est quelque chose de scientifique. Alors ça concerne une personne sur 1 milliard, mais c'est quelque chose qu'on a déjà constaté. Et en fait ses capacités intellectuelles ont été décuplées fois 10 000. Et donc il est devenu spécialiste, en fait il crée des casse-têtes pour le magazine The Times et il participe à des tas de concours. En fait il a son cerveau qui est toujours en ébullition, il est toujours en train de vouloir
résoudre des problèmes, tout de suite les formules mathématiques il a ça en tête, il est capable de réciter le chiffre pi presque à l'infini, enfin bref c'est vraiment un mec qui en même temps ça l'isole, parce que bah oui forcément son génie l'isole totalement. Et en fait il va être contacté par une jeune femme, une japonaise qui s'appelle Sakura, qui lui dit que l'empereur je crois que c'est tous les 10 ans, lors de l'année du dragon, je sais plus, je me rappelle plus les années, si quelqu'un sait ça d'ailleurs, enfin bref, c'est l'année du dragon, et il va pouvoir essayer d'ouvrir une boîte à secret. Donc c'est une boîte en bois dans laquelle il faut faire des manipulations diverses et variées pour réussir à atteindre une pièce cachée dans cette boîte, et on demande à Mike de venir au Japon pour pouvoir résoudre ce casse-tête. Donc il va être appelé au Japon. Et on va le suivre dans sa quête, puisqu'en fait cette boîte va receler un secret. C'est un côté Da Vinci Code, mais comment dire, oui il y a un côté Da Vinci Code. Si vous avez aimé Da Vinci Code, le fait d'aller d'indice en indice, de ville en ville, résoudre des problèmes, résoudre des casse-têtes, ça va vous plaire. Mais je pense que c'est dû à l'épaisseur du roman, on est sur un grand format, c'est écrit très aéré, on est sur du 400 pages. En fait c'est pas assez approfondi. Autant Da Vinci Code, moi je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, et même si avec du recul, peut-être que j'aimerais moins aujourd'hui, mais je trouvais que c'était quand même assez bien fichu. Là en fait, je trouve que le problème, c'est que comme le livre n'est pas très épais, tout arrive trop vite, trop facilement, avec des hasards très heureux, des coïncidences qui font que les personnages vont réussir tout de suite à arriver sur la bonne énigme, la bonne résolution. Et c'est dommage parce que je trouve que les 100 premières pages sont vraiment très intéressantes. On nous place le décor, on nous place l'univers, on nous présente Mike. C'était vraiment très intéressant. Et en fait, à partir du moment où il arrive au Japon et qu'il commence à résoudre les indices, ça va trop vite. Avec des méchants qui sont pas très difficiles à battre, entre guillemets. Ça manque pour moi de profondeur. Alors c'est un roman, c'est un thriller qui est fait pour se divertir. Voilà, vous allez lire ça cet été à la plage, au bord de la piscine, ça va très bien matcher. Mais ce côté Da Vinci Code qu'on pourrait retrouver n'est pas pour moi approfondi. Donc c'était quand même une chouette découverte, parce qu'on est plongé aussi dans les légendes japonaises, on apprend pas mal de choses, mais pour moi ça reste trop à la surface et c'est dommage. Ensuite j'ai lu, après bon, les autres bouquins, alors oui ici j'ai un coup de cœur, mais les autres bouquins je les ai quand même beaucoup aimés. J'ai découvert donc Fabrice Jambois dans son roman La fille aux yeux d'or. C'est publié à la Manufacture de Livres, c'est également un service presse qu'on m'a envoyé. Il est sorti au mois de mai. Et j'avais un peu peur de lire ce bouquin, qui est un thriller, parce que j'avais pas forcément lu des avis très positifs, et je m'étais dit, bon, allez. Et en fait, je l'ai lu en 2 jours. C'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé déjà le style d'écriture de l'auteur, qui est philosophe à la base, qui écrit vraiment très bien. On va suivre Margot, qui a été enlevée elle revenait de son entraînement. Elle a été enlevée par un type et elle est séquestrée dans une cave. Et ce type, ça fait 3 ans, et ce type lui demande en fait, elle est dans une espèce de cage, elle a des toilettes, elle a de quoi boire, de quoi manger, 1 fois par jour. Et ce type en fait lui demande en tout et pour tout de lui lire, elle a une pile de bouquins, de lui lire à voix haute des romans de Balzac. Voilà, donc ça c'est son quotidien. Et Margot, elle n'a pas perdu l'espoir de s'enfuir, elle ne sait pas comment. Elle ne sait pas comment elle va s'enfuir, mais tous les jours elle s'entraîne, c'est une sportive à la base, tous les jours elle s'entraîne, elle ne relâche jamais son entraînement, elle fait des pompes, etc. Pour gainer son corps, pour se dire, le jour où j'ai une opportunité, je m'enfuis. Parallèlement, on va suivre un personnage qui s'appelle Z, enfin c'est son surnom. Il s'apprête à mener, il fait partie d'un groupe écologiste, alors il ne sait pas encore, mais c'est un groupe écologiste terroriste, et il s'apprête à mener une opération coup de poing dans un Apple Store. Sauf que ça va se passer très mal, il va y avoir une fusillade, il va y avoir des morts, et Z va devenir, malgré lui, l'ennemi public numéro 1. Entre les deux, entre Margot qui est séquestrée et entre Z qui est obligé de se cacher pour échapper aux forces de l'ordre, il va y avoir un élément qui va relier ces personnages.
Cet élément, c'est un... Qu'est-ce que je vous le dis? Bon, je vous dis pas qui relie ces deux personnages, mais à un moment donné, ça va forcément se rencontrer. Parallèlement à ça, on va suivre un journaliste qui s'appelle Alban Viscardi et qui enquête lui sur une série de meurtres de femmes qu'on a étranglées, qui sont mortes. Il y a le même modus operandi pour toutes ces femmes et lui se dit, il va chercher dans des archives, alors il remonte assez loin, il se dit qu'il y a quand même peut-être quelque chose qui relierait toutes ces femmes si toutes ces femmes avaient été exécutées par le même serial killer. Voilà. Alors déjà la première chose, ne vous attachez à aucun personnage parce que l'auteur les balaye parfois d'un coup de plume, donc ça c'est bien vu et c'est difficile. Le personnage du méchant qui a, je dis le méchant par, voilà, je fais exprès, mais du type qui a enlevé Margot, c'est quand même, je trouve que c'est assez fort. Je vais pas dire qu'on s'attache à lui, mais il nous le rend très très humain en fait, l'auteur. C'est un type qui a une vie de famille, qui a un enfant, etc., qui veut le meilleur pour sa famille, mais à côté de ça, c'est un type, c'est horrible. Et plus on avance au fil des pages dans sa vie, plus on tombe dans la noirceur, j'allais dire dans la sombreur, mais je crois que ça se dit pas, dans la noirceur de l'âme humaine la plus totale, dans la violence. Il va y avoir une thématique sur le thème c'est très logique ce que je dis, une thématique sur la traite d'êtres humains. Je trouve ça très intéressant. On est avec des chapitres qui sont assez courts, du coup c'est assez punchy, c'est assez rythmé, on a envie de savoir. Et alors les 100 premières pages sont peut-être, enfin oui, les 50 premières pages sont peut-être un petit peu longues, surtout avec ces groupes écolo-terroristes, on se demande qu'est-ce qu'ils foutent là. Et en fait quand on voit que tout s'imbrique, que les pièces de puzzle voilà, vont forcément donner quelque chose à la fin, un tableau d'ensemble. Je trouvais que c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et les dernières pages, j'étais vraiment en apnée, je voulais savoir absolument ce qui allait arriver au personnage. Donc je vous le recommande, c'était vraiment une très belle découverte. Ensuite, j'ai lu, allez je vais lire celui-ci, Le silence de Denis Léane, qui était, donc c'est aux éditions Gallmeister, il est sorti depuis en poche. C'est le roman que j'avais tiré pour La nuit du hasard de Séverine, il est bien ce livre. Donc fallait absolument que je lise au mois de mai. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment très bien écrit. Donc Denis Léane, je le connais bien sûr puisque c'est celui qui a écrit Shutter Island, qui a été adapté au cinéma comme vous le savez, que je vous recommande de lire en livre. Vraiment un très très beau livre. Ici nous sommes dans les années 70, on est à Boston, dans un quartier de blancs irlandais. Et en fait, les Afro-Américains ont protesté puisqu'en fait, ils veulent... Alors, il n'y a plus la ségrégation raciale a été abolie. Cependant, ils se rendent compte quand même qu'il y a des lycées où on n'a que des blancs et des lycées où on n'a que des noirs. Et ils obligent le gouvernement américain à faire des transferts. À la rentrée prochaine, il y a des blancs qui vont devoir aller dans le lycée qui est réservé entre guillemets aux noirs et des noirs, pareil, qui vont aller... dans le lycée réservé aux blancs. Donc on a une espèce, ce qu'on a appelé le busing de bus, c'est pour ça que vous avez un bus, ça s'est réellement passé et vous avez eu à partir de là des protestations, des manifestations de la part de la communauté blanche pauvre, alors plutôt pauvre hein, parce que dans les quartiers UP, on ne pose pas la question, qui voit en ce mélange entre les noirs et les blancs une menace pour leur mode de vie, leur style de vie, leur façon de penser, leur façon de manger, leur façon de vivre tout simplement. Et donc nous, on va suivre une famille, enfin on va suivre une mère qui est célibataire. Elle a deux enfants, enfin elle avait deux enfants, son premier fils est mort, il est revenu du Vietnam, il est mort d'une overdose de cocaïne je crois, ou d'héroïne, je me rappelle plus, et elle est avec sa fille unique. Donc elle s'appelle Marie-Pat Fennessy, elle est d'origine irlandaise, et elle est avec sa fille qui s'appelle Julie, qu'elle surnomme Jules. Elle a 17 ans. Et Jules va sortir avec son petit copain un soir, et le lendemain elle ne revient pas, et Marie-Pat va chercher sa fille, et en fait sa fille ne revient pas, elle a disparu. Donc on a ce contexte social de pauvreté où les gens finalement sont dans leur communauté irlandaise avec une espèce d'atavisme, l'alcoolisme,
la pauvreté, la religion qui pèse toujours très fort, des espèces de groupuscules qui sont censés protéger la communauté irlandaise, et puis ce contexte aussi sociétal où on veut imposer aux blancs l'arrivée des noirs, les blancs qui vont protester, ces émeutes, cette ségrégation qui finalement perdure toujours, malgré le fait qu'elle ait été abolie. C'est hyper intéressant ce contexte-là, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage de Mary Pat, donc la mère qui cherche sa fille, parce qu'en fait c'est un personnage qui est complètement, c'est une anti-héroïne. Elle peut être vulgaire, elle se bat, elle boit. C'est pas du tout la femme parfaite ou la mère parfaite. Et c'est vraiment très bien vu de la part de Dennis Lehan. En fait, il nous montre vraiment des personnages qui auraient pu exister. Et je trouve ça très très fort. On sait ce qui va arriver à sa fille, on sait comment ça se termine, il y a une fin, etc. Il y a un flic aussi, un flic blanc d'origine irlandaise, lui aussi, qui va se mêler de ça, qui va faire son enquête. C'était vraiment très très intéressant. Et pour le contexte de ces tensions raciales entre noirs et blancs dans les années 70, lisez-le, c'est vraiment très bien. Les dialogues sont au cordeau. C'est une pépite ce bouquin. J'ai adoré. C'était vraiment super bien. Lisez Le Silence, un excellent, on va dire, c'est pas un thriller, c'est plutôt un polar. C'était vraiment bien. Ensuite, j'ai lu, alors ce roman-là va diviser forcément, puisque moi j'ai aimé, et vous avez été très nombreux à ne pas l'avoir aimé. Et moi, figurez-vous que j'ai aimé La Fracture de Nina Allan, c'est aux éditions 10-18. Un roman qui était dans ma palle des reliques, et que j'ai beaucoup aimé. Alors, comment vous chroniquez ce livre? En fait, quand j'ai lu je suis allée voir les chroniques, pourquoi les gens n'avaient pas aimé? Parce que les gens, dans leur ressenti, et ce que je peux tout à fait comprendre, disent que l'autrice n'a pas su choisir entre le thriller, enfin le polar plutôt, et la science-fiction. Et qu'elle oscille entre les deux. Et moi, je n'ai pas cet avis, parce que moi, je n'ai pas considéré qu'il y avait de... Mais alors, si je vous donne mon point de vue, ça va vous déflorer l'intrigue. Moi, je considère pas que c'est un roman qui relève du tout de la science-fiction, parce que j'ai un parti pris, et j'ai fait ma propre opinion sur ce qui est arrivé à un des personnages. Alors, on est dans les années... Ouais, on est en 1994. Julie, 17 ans, va prétexter un rendez-vous avec une copine, elle va disparaître, elle va réapparaître 20 ans plus tard, elle va frapper à la porte de sa sœur, enfin elle va lui passer un coup de fil, sa sœur s'appelle Selena, et quand Selena va accueillir sa sœur, elle va dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 20 ans tu as disparu, où étais-tu? On a cru que tu étais morte, que tu avais été enlevée. Il s'est passé des tas de choses, vous imaginez bien, en plus elles sont devenues adultes. Et Julie qui a disparu va lui raconter une histoire à laquelle elle croit dur comme fer, une histoire qui se rapproche donc, c'est là où l'élément science-fiction apparaît. Et Selena alors on ne sait pas vraiment si elle croit sa sœur, mais en tout cas elle va accueillir sa sœur elle va l'accueillir à nouveau. Voilà. Et en fait c'est vrai qu'on oscille toujours entre est-ce que ce que raconte Julie s'est vraiment passé, donc dans ce cas-là on bascule dans la science-fiction, ou est-ce que la nana s'est tout imaginé dans sa tête. Et moi l'autrice en fait elle va disséminer dans son bouquin plein d'indices moi j'ai compris comme en gros, je vous le dis, après bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas savoir. Pour moi Julie a tout inventé, et elle s'est fait des films, on sait pas vraiment ce qui lui est arrivé, mais pour moi il n'y a pas du tout de science-fiction, ça relève de son imagination. Et ce qui me fait dire ça, c'est que l'autrice elle va disséminer dans son livre plein de petits indices qui nous font dire que bah non, ce que nous raconte Julie c'est pas vrai. Il y a notamment tout au long du roman une référence à un film qui s'appelle Picnic à Hanging Rock. Je vous laisse aller voir sur Wikipédia ce que c'est que ce livre. Il y a des noms de personnages qui vont légèrement changer dans la réalité de Julie, qui vont légèrement changer d'orthographe, où on sent que ce sont les
des noms qu'elle a pu reformuler qui correspondent à des noms de la réalité. Il y a plein de références comme ça qui, en fait, on ne sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas. Moi, j'ai quand même une opinion sur ce bouquin. Et si vous vous lancez dans ce livre, ne vous dites pas, je vais avoir des réponses à toutes mes questions. Vous n'aurez pas de réponse à toutes vos questions. Il y a plein de choses qui restent en suspens. On est dans... voilà, on ne sait pas tout. On est dans le flou, on reste dans le vague. Mais moi, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé ce livre. J'ai trouvé très dérangeant, très étrange, très flou. Et ça m'a beaucoup plu. Donc je n'ai pas du tout le même avis que ceux qui ont pu le lire et qui n'ont pas du tout aimé. Moi j'ai vraiment aimé ce flou artistique de la part de l'auteur. Donc voilà, c'était assez étrange, assez dérangeant, assez bizarre, mais ça l'a fait pour moi. Dernier roman polar dont je voulais vous parler, que j'ai adoré, un énorme coup de cœur, mais bon ça m'étonne pas. C'est La Compagnie des Menteurs de Karen Maitland aux éditions Pocket. J'avais lu d'elle Les Âges Sombres, que j'avais déjà beaucoup aimé. Il m'en reste un, elle en a écrit que 3. Hein. J'ai adoré. Alors, nous sommes en 1348 en Angleterre, alors que la peste noire, la peste qui a décimé, je crois, 2/3 de la population européenne, arrive en Angleterre. Elle arrive par les bateaux. Et on va suivre un personnage dont on ne connaît pas le nom, qu'on appelle... le camelot, parce qu'il vend des reliques sacrées, alors soi-disant sacrées, des reliques religieuses. Et en fait, autour de lui va s'agglutiner des tas de personnages, parce qu'en fait, ils veulent fuir la peste, ils veulent aller au nord, en se disant qu'au nord, il n'y aura peut-être pas la peste. Et en fait, on va suivre autour d'une charrette, tirée par une jument. On va suivre des tas de personnages. Donc il y a un magicien, il y a une femme enceinte avec son mari, peintre. Il y a une jeune fille qui s'appelle, elle a un nom trop bizarre, Narigorn. Je me souviens plus trop son nom. Narigorn, très, très malaisante. Il y a Rodrigo qui est un maître musicien avec son apprenti. Et on va les suivre. Alors, attention, il pleut tout le temps. Il fait froid. Il y a du brouillard, il y a de la neige, on a tout en froid pour eux, ils sont gelés, ils sont rincés, ils doivent échapper à la peste, donc ils vont de village en village, ils doivent échapper à des voleurs, etc. Et au fur et à mesure, on va en apprendre plus sur leur vie, ils vont tous se raconter au fur et à mesure des pages, et ils sont poursuivis par un mystérieux loup qui hurle de temps en temps la nuit, et qui semble les poursuivre. C'est pour ça que vous avez un loup sur la couverture. C'était trop bien. On est dans du... je dirais pas du thriller, c'est un peu du polar historique. Alors attention, oui, il y a une grosse part d'histoire. Je l'ai dévoré, je crois que je l'ai lu en 3 jours. C'était tellement bien ce bouquin. Tous les personnages cachent quelque chose, c'est pour ça que ça s'appelle La Compagnie des Menteurs. Et on est dans une espèce d'ambiance où vous avez tout le temps froid pour eux, il fait nuit, il faut échapper à la peste. On apprend plein de choses sur cette époque, sur la manière dont on essayait de combattre, alors par la superstition, par la religion, la peste noire. Vous avez plein de rituels, vous avez des rituels païens. En fait, on est dans la vie des personnages au quotidien, au Moyen-Âge, et c'est vraiment excellent. Je vous recommande vraiment cette autrice, Karen Maitland. Les Âges Sombres, c'était sur l'établissement d'un couvent de femmes. C'était vraiment très bien. Là, on est donc au sein de la peste, au sein de l'Angleterre, avec cette peste noire qui vraiment, je vous le recommande. Et il me reste à lire La Malédiction du Norfolk. Je ne regrette pas du tout ce bouquin, c'était excellent. Et je remercie les copines qui l'ont lu avec moi en lecture commune. Et je termine avec 2 livres, donc on change de genre. Alors je vais faire avec celui-ci, comme ça va me faire un pont, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous parler très rapidement du tome 2 du Fléau de Stephen King aux éditions Livre de Poche. Donc Le Fléau, c'est un énorme livre qui fait à peu près 1600 pages en poche, que les éditeurs ont coupé en 2 romans, parce que vous imaginez bien, sinon c'était un peu compliqué à lire. Donc attention, c'est vraiment la suite directe du premier tome, avec un fléau qui a décimé 99% de la population. Ici c'est le fléau de la grippe. Donc dans le premier tome, on apprend comment ce fléau décime, et on va suivre peu à peu des personnages.
et deux camps vont se constituer. Vous allez avoir le camp très rapidement du bien qui va se constituer à l'est des États-Unis et le camp du mal qui va établir son campement à Las Vegas autour d'un personnage qu'on appelle, je me souviens plus comment il s'appelle ce personnage. Et donc on va surtout suivre ici dans ce deuxième tome le camp du bien. Comment est-ce qu'ils vont s'organiser, comment la société se réorganise avec un camp qui est plutôt tourné vers la démocratie. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour relancer la machine démocratique. Et puis de temps en temps on fait une incursion du côté du mal, où là c'est plutôt la terreur qui va régner. Et puis il y a du fantastique là-dedans, puisque certains personnages ont des visions et se disent qu'ils vont devoir aller à l'ouest pour une mission. Alors c'est du King, il y a des digressions immenses. Il prend son temps pour nous raconter la vie des personnages, pour nous dire comment la société se réorganise. Voilà, c'est vrai qu'il y a des longueurs. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs dans celui-ci, mais c'est la patte de Stephen King, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et alors les 150 dernières pages, c'est une explosion. J'ai adoré les 150 dernières pages, j'ai adoré la conclusion du fléau. Pour moi, c'est vraiment quand même un monument à lire dans l'œuvre de King. J'ai trouvé ça vraiment très très bon. Et comme d'habitude, il analyse avec finesse la société américaine. Donc je ne peux que vous recommander de découvrir ce roman qui est sorti. Alors vous pouvez le trouver aussi en 3 tomes, parce que dans le groupe que j'avais créé pour la lecture commune, certains l'ont lu et l'avaient en 3 tomes. C'était vraiment très très bien. Si vous avez le courage, lisez Le Fléau, vous ne serez pas déçus. Je vous préviens quand même, il y a quelques longueurs dans ce bouquin. Et je termine donc avec un service presse, c'est Le Bouffon de la Couronne de Thibault Lafargue, c'est publié aux éditions ActuSF. Un très très beau livre que j'ai fait dédicacer lorsque je suis allée à Épinal. J'ai rencontré l'auteur qui est très sympathique, c'est son premier livre. Le Bouffon de la Couronne, c'est un hommage quand même de la part de l'auteur, j'en ai discuté avec lui, au Fitz de Robin Hobb, donc l'assassin royal, puisque nous sommes dans un univers de fantasy où la religion s'appelle la religion du triste, donc on recueille les larmes, il faut être triste, il faut pleurer, on recueille les larmes des fidèles, et on va suivre Sebrun qui au début du roman est un personnage qui veut se consacrer à la religion du triste, et par un concours de circonstances, alors qu'il est à la cour du roi, Sebrun va se retrouver propulsé malgré lui bouffon du roi. Et quand on est bouffon du roi, si on ne fait plus rire le roi, on est exécuté. Voilà. Sauf que notre Sebrun, donc c'est là où ça s'apparente à Fitz, c'est un personnage à qui presque rien ne réussit, il va d'échec en échec, et son personnage, l'auteur l'a vraiment conçu comme ça, il voulait pas un super-héros, il voulait vraiment un personnage qui apprend de ses erreurs, qui n'est pas... qui n'y arrive pas en fait. Hein. Le pauvre, on se dit, il lui arrive que des malheurs. Donc on a un univers qui est très très bien construit, qui met du temps. Alors attention, c'est une pavasse, hein. Là aussi, j'ai pu lire on est sur du 650 pages. J'ai pu lire des avis où on disait que c'était long à se mettre en place. Bah ouais, mais le bouquin fait 650 pages. Il appelle, ce sera une duologie, il appelle un second tome. Donc forcément, l'auteur, il va pas tout nous balancer en 50 pages. Donc le world building, il est assez long à se mettre en place. Les personnages sont très bien pensés. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de nuances avec justement ce personnage de Sebrun auquel presque rien ne réussit. Et puis on va avoir une évolution du personnage qui va comprendre que devenir le bouffon du roi, oui, on a une épée de Damoclès au-dessus de ta tête, mais aussi si on est malin, on peut s'en sortir puisqu'on a accès aux secrets des puissants. Et en fait on va entrer à un moment donné dans les complots politiques. Il y a un petit côté Game of Thrones où on espionne les autres, on va se servir de leurs secrets, de leur honte, de leur faiblesse, et bien pour obtenir ce qu'on veut d'eux. Et c'était vraiment super intéressant. C'est très bien écrit pour un premier roman. C'est très très bien écrit. Il y a quelques petits défauts. Peut-être sur certaines facilités, quelques ficelles un peu faciles à tirer. Mais pour un premier roman, un world building très intéressant, des personnages nuancés, une intrigue qui met du temps à se mettre en place, mais on comprend pourquoi, puisque la bête quand même, hein, plus une duologie. J'ai hâte vraiment de connaître la suite.
Voilà, donc je pense que cet auteur est un auteur à suivre, à retenir. C'est donc Le Bouffon de la Couronne de Thibaut Lafargue. Et en plus, ils ont fait vraiment une magnifique édition avec cette édition reliée. Voilà, je suis épuisée de vous avoir parlé de ces 8 bouquins, c'était très long. J'essaie de faire moins long la prochaine fois, promis, parce que sinon, et pour vous et pour moi, ça fait peut-être un peu long de vous tourner des vidéos de ce type-là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si certains bouquins, vous les avez lus, vous les avez aimés, ou à l'inverse, vous les avez pas aimés, parce que là, vous avez vu pour le coup, je vous ai présenté 2 bouquins qui peuvent faire, qui sont un peu clivants. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné aussi envie de lire ces livres, de les découvrir. Et dites-moi, tiens, ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ça m'intéresse. Je vous laisse là. Je vous souhaite de faire de très très belles lectures. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!